frontière entre la Libye et la Tunisie, nous avons fait 7 bases militaires. Et dans les 7 bases militaires, nous avons été tapés. Nous avons été tapés, fouillés, torturés. Comme des esclaves. Comme des animaux. En Tunisie, depuis le discours du président Kais Saied le 21 février 2023, il y a tout juste un an, la situation des personnes noires n'a cessé de se dégrader. Dans ce discours raciste, il appelait à lutter contre, je cite, « les hordes de migrants clandestins provenant d'Afrique subsaharienne, source de violence et de crimes », en ajoutant que cette immigration est un plan criminel visant à changer la démographie de la Tunisie pour la transformer en un État seulement africain qui n'appartienne plus au monde arabo-islamique. Une vague de violence sans précédent a touché la population noire qui a été victime d'agressions, de délogements, d'arrestations arbitraires et de déportations dans le désert. Dans la région de Sfax, de nombreuses personnes subsahariennes ont été déplacées vers la zone rurale de Jbeniana et El Amra, où s'est développée une véritable industrie de l'immigration illégalisée vers l'Italie et l'Europe. Là-bas, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants y vivent dans des campements de fortune construits au cœur des oliveraies. Leurs conditions de vie y sont inhumaines et l'absence d'aide de la société civile pose question. Pour saisir l'ampleur de cette catastrophe humanitaire, nous sommes allés recueillir leurs témoignages. À notre arrivée à Tunis, nous avons rencontré un jeune couple, Ina et Pierre, tous les deux d'origine camerounaise, et arrivés en Tunisie en 2020. Ina raconte que quand elle est arrivée, tout était tranquille. C'était facile de trouver un logement ou du travail, mais lorsque le président a dit qu'il ne voulait plus des Noirs, tout a basculé. Ils ont tous les deux été déportés 3 fois dans le désert à la frontière libyenne. Ils travaillaient tous les deux à Sousse pour la récolte des olives et ont été arrêtés par la police car ils étaient sans papier. Ils ont été emmenés à Sfax, où ils ont été rejoints par d'autres subsahariens, et durant la nuit, ils ont été emmenés à la frontière libyenne, où ils ont été tabassés et abandonnés sans eau ni nourriture. Et en soirée, ils ont mis dans des véhicules. Ils nous ont pas dit que là, on allait en Libye. Donc après cela, on a roulé toute la nuit parce que les nourritures qu'ils donnent, ils mettent des médicaments dedans. Donc tu peux pas, tu es fatigué tu peux rien faire. Donc, étant endormi, on s'est réveillé le matin, on a commencé à avoir des plats. Bienvenue en Libye. Leurs téléphones ont également été cassés. Heureusement, certains ont pu en cacher pour filmer les coups qu'ils ont reçus, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les femmes enceintes. C'est une femme enceinte qui a été battue copieusement. Une femme enceinte qui est presque à terme, qui a été battue copieusement par les militaires tunisiens, la garde nationale tunisienne. La police tunisienne qui ont fait ça, nous a frappé et tout. Frappé tout le monde. Pierre a été frappé avec une barre de fer à la tête, au bras et à la jambe. Actuellement, ils vivent toujours en rue, ils sont épuisés et ont des problèmes de santé. Ina dit qu'elle a vécu trop d'atrocités et qu'elle est à bout. Les personnes qui sont dans des situations telles qu'elles n'ont pas réellement d'autres possibilités que de partir vont toujours trouver un chemin, mais au risque plus important encore pour leur vie. Voilà, on est dans cette logique où on pense que parce qu'on applique des politiques hyper restrictives, on va mettre un terme ou réussir à contrôler strictement les déplacements de population. Ça n'a jamais été le cas. À la fois dans l'Union européenne et dans les pays qui acceptent de jouer ce rôle, comme la Tunisie, comme la Libye, où on voit que les personnes sont dans une situation carrément infrahumaine. Il y a un gouffre entre l'idéal présenté du respect des droits humains et une réalité qui emprisonne de nombreuses personnes en exil dans une situation qui se rapproche réellement de l'esclavage. Aujourd'hui, à El Amra et Jbeniana, la présence des personnes noires n'est tolérée qu'en dehors de l'espace public visible, c'est-à-dire au-delà de la route principale, dans les oliviers, alors qu'en octobre, elles fréquentaient encore les cafés et les commerces locaux. Sortir de cet espace les expose au risque d'être embarqués par les forces de l'ordre et déportés. La police fait aussi régulièrement incursion dans les campements. Voilà le visage des personnes. On ne peut pas faire plus de luminosité où les Tunisiens puissent venir nous déranger.
Comme nous le raconte Adama, jeune Ivoirien, la veille, 3 policiers avaient débarqué dans le campement en mobilette et avaient tiré en l'air, faisant fuir tout le monde. À leur retour, les téléphones et les chargeurs qu'ils avaient laissés dans la précipitation avaient été cassés ou volés. Les conditions de vie sont donc rudes dans ces campements, de nombreuses personnes sont malades et fragilisées psychologiquement, la gale est généralisée, ils boivent l'eau des forages et n'ont pas d'autre choix que de sortir sur la voie publique pour se ravitailler dans les petits commerces en s'exposant toujours au risque de l'arrestation et de la déportation. Ils parviennent parfois à se faire engager pour des petits travaux agricoles payés entre 6 et 9 € la journée, une sympathie parfois sincère, souvent intéressée car cette population est la principale source de revenus des autochtones. Nous nous trouvons en effet dans une zone de départ vers Lampedusa et comme nous le confie une de nos sources, une grande partie des habitants, plutôt pauvres, participent à cette industrie de la migration. Il ne s'agit donc pas de grande criminalité, mais plutôt de petits réseaux locaux associés à des intermédiaires migrants qui saisissent l'opportunité de revenus juteux. Une traversée coûte 500 €, payable d'avance et sans garantie. Pour l'organisation, on parle de la formation des convois, des paiements électroniques, de la contre-surveillance des côtes, de l'analyse de la météo et de la construction artisanale du toba, qui est le bateau en fer utilisé pour la traversée. Chacun joue un rôle plus ou moins important dans la production des conditions de passage. Même les enfants du village viennent prévenir lorsque la police débarque. Malgré le renforcement des contrôles, les possibilités de départ existent toujours, mais avec le risque constant de refoulement par la police ou les gardes-côtes et de déportation dans le désert, en Algérie ou pire en Libye. On est là finalement dans des jeux géopolitiques, économiques, financiers, dans lesquels les droits et le respect de la personne humaine, finalement, n'ont plus beaucoup d'importance. Oui, l'Europe laisse faire. Ce type de politique migratoire sape les fondements même de la démocratie en Europe. Selon les témoignages recueillis dans les oliveraies, un grand nombre d'entre eux n'avaient pas l'Europe en tête au départ, mais bien le travail. Certains sont ingénieurs, d'autres informaticiens ou encore peintres. S'ils avaient trouvé du travail en Tunisie, ils s'y seraient établis. Mais sans cette perspective, il faut tenter d'aller plus loin, de l'autre côté de la rivière, comme certains l'appellent.